Ton téléphone vibre sur la table de nuit à 3 heures du matin, une lueur blafarde qui déchire l'obscurité de ta chambre comme une lame froide. L'écran s'allume, projetant des ombres mouvantes et déformées sur le plafond, des silhouettes fantomatiques qui dansent au rythme de ton cœur comme les fantômes d'un passé que tu croyais avoir non seulement enterré, mais scellé sous des tonnes de silence et d'oubli. Tu ne l'as pas entendu depuis des mois, peut-être même une année entière, une éternité dans le temps des cœurs blessés. Un laps de temps durant lequel tu avais patiemment commencé à reconstruire les fondations de ta vie. Ton corps réagit avant même que ton esprit ne comprenne la portée de ce signe. Ton cœur rate un battement, cette vieille décharge d'adrénaline que tu connais trop bien. Ce frisson glacé qui parcourt ta colonne vertébrale, cette sensation de chute libre dans l'estomac qui te noue les entrailles, ce serrement à la gorge qui te coupe le souffle et te prive de toute rationalité immédiate. C'est juste un petit mot, 3 fois rien, une phrase courte, presque innocente, formulée avec une précision chirurgicale pour ne pas paraître menaçante, pour ne pas éveiller tes défenses. Il demande si tu dors ou si tu as vu ce film dont vous aviez parlé il y a 2 ans, ce film d'auteur obscur, introuvable, que vous aviez promis de regarder ensemble un soir de pluie, blotti sous une couverture, avec un chocolat chaud et des promesses d'éternité. Un souvenir doux amer, choisi avec soin pour toucher une corde sensible, pour ouvrir une brèche dans ton armure. Ce n'est pas de la nostalgie, non pas de la vraie, celle qui réchauffe le cœur et fait sourire au souvenir. Ce n'est pas de la tendresse, pas le genre qui réchauffe l'âme et nourrit l'esprit. C'est un crochet jeté dans l'eau trouble, une ligne tendue avec un appât soigneusement choisi, un ver de terre qui semble anodin mais cache un hameçon acéré, juste pour voir si ça mord encore, si la bête au fond de l'eau est toujours là, prête à se débattre pour lui. C'est une vérification de terrain, une sonde lancée pour tester la solidité de tes défenses, la profondeur de ton sommeil, la résilience de ton oubli. C'est une intrusion calculée, un ballon d'essai pour évaluer l'étendue de ta cicatrisation, pour voir si le terrain est redevenu fertile pour ces manipulations. On va parler franchement, entre nous, sans phare ni faux semblant, car c'est la seule manière de comprendre ces dynamiques toxiques. Quand ce genre de personnage, celui qui t'a fait vivre l'enfer déguisé en paradis, qui a semé le chaos dans ton existence sous le voile de la passion, réalise que tu as vraiment fermé la porte, que les charnières sont rouillées à force de ne plus être utilisées, que tu as non seulement jeté la clé dans un abîme sans fond, mais aussi scellé le passage avec du béton armé, du fil barbelé et des miradors invisibles, il ne se dit pas qu'il a perdu l'amour de sa vie. Non, cette notion lui est étrangère. Trop complexe pour son esprit binaire, trop altruiste pour son égocentrisme abyssal. Il se dit qu'il a perdu un territoire, une propriété, une ressource précieuse qui lui était due. Pour lui, tu n'es pas un être humain avec des rêves, des peurs, des aspirations profondes, une dignité inaliénable et une âme vibrante. Tu es une extension de son propre empire, une sorte de province lointaine qu'il croyait avoir matée pour de bon, dont il avait extrait toutes les ressources émotionnelles, psychologiques et même matérielles, et qu'il avait laissé en jachère, certain qu'elle ne pourrait jamais se relever ni prospérer sans son joug, sans sa lumière supposée. Il pense que tu lui appartiens par droit divin, ou plutôt par droit de conquête psychologique, par le simple fait d'avoir exercé une influence, même profondément toxique, sur ton existence, d'avoir été un architecte de ton malheur et de tes doutes. Dans sa tête, tu es un objet qu'il a posé sur une étagère, un bibelot précieux, mais oublié. Un livre dont il a tourné la dernière page, mais qu'il s'attend à retrouver exactement là où il l'a laissé. Avec la même couche de poussière, les mêmes marques de doigts, même s'il ne t'a pas regardé, ni même pensé à toi pendant 6 mois, 1 an, parfois plus, parce que tu n'étais plus utile à son scénario du moment. L'idée même que tu puisses respirer sans son autorisation, que tu puisses avoir une vie florissante, des joies authentiques, des succès éclatants, des relations épanouissantes et sincères, sans son ombre planant au-dessus de toi, sans son approbation, sans son influence, est une insulte personnelle d'une violence inouïe. C'est ce qu'on appelle une blessure d'orgueil monumentale, une entaille profonde et purulente dans son ego hypertrophié, une fissure dans l'image de toute puissance qu'il s'est construite. Imagine un monarque absolu, persuadé de sa grandeur et de son droit de régner sur tout ce qui l'entoure, sur chaque âme, chaque pensée, chaque parcelle de terre, qui apprend qu'une de ces statues, érigée en son honneur sur la place publique, symbole de sa domination éternelle, a décidé de descendre de son piédestal, de s'animer, de se débarrasser de sa patine de marbre et d'aller prendre un café en terrasse avec des amis, riant aux éclats, profitant de la vie, sans même un regard pour le palais.
C'est impensable, c'est inacceptable, c'est une déclaration de guerre, une rébellion intolérable qui remet en question toute la légitimité de son pouvoir, toute la validité de son existence. Il ne peut concevoir que tu puisses exister en dehors de sa sphère d'influence, que tu puisses être un soleil indépendant et non une lune palote reflétant sa lumière, une étoile filante qui trace sa propre voie dans la galaxie. Au début, après la rupture, il reste tranquille. Il s'observe dans la glace, ajustant sa cravate imaginaire, lustrant son sourire de façade, se persuadant de sa supériorité intrinsèque, de son charme irrésistible. Il se pavane devant de nouvelles cibles, des âmes naïves et réceptives à son charme de façade, des miroirs frais et brillants pour refléter son image idéalisée, des terrains vierges à conquérir. Il se persuade que tu vas ramper pour revenir, que le manque de sa lumière va te consumer, que tu ne pourras pas supporter l'obscurité de son absence. Il attend que la solitude fasse son travail de sape, que le silence te brise et te ramène, pantelant et suppliant, là à ses pieds. Il est persuadé que son intelligence est tellement supérieure qu'il t'a programmé de manière si subtile et efficace que tu ne pourras jamais fonctionner sans lui, que tu es un système d'exploitation conçu pour être compatible uniquement avec son logiciel, une marionnette dont il tient toujours les ficelles, même à distance. Il se délecte de cette idée de toute-puissance, de cette emprise psychologique qu'il croit avoir sur toi, une marque indélébile gravée dans ton âme. Il consomme de nouvelles personnes comme on change de chemise, comme on jette un jouet usé, cherchant cette dose immédiate d'admiration, de validation et de nouveauté qui nourrit son ego insatiable, ce puits sans fond de besoin. Il les teste, les façonne, les épuise, les vide de leur substance. Mais voilà, le cycle tourne inévitablement. Les nouvelles conquêtes finissent par voir clair dans son jeu, par percevoir les fissures derrière le vernis et c'est impeccable, par sentir le vide sous le masque de perfection, par entendre les échos de ses mensonges. Ou alors, elles deviennent lassantes, trop prévisibles, pas assez nourrissantes pour son insatiable besoin d'être le centre de l'univers, le seul point de gravitation. La nouveauté s'estompe, l'excitation diminue et le reflet dans le miroir commence à pâlir, à se ternir, à montrer des signes de fatigue. C'est là qu'il se souvient de toi. Pas parce que tu lui manques en tant que personne, pas parce qu'il regrette la complicité authentique ou les moments partagés dans la joie, pas parce qu'il ressent une once de véritable affection, mais parce qu'il connaît tes failles par cœur. Il a méticuleusement cartographié ton âme, noté chaque vulnérabilité, chaque point sensible, chaque zone d'ombre et de lumière. Il sait exactement sur quel bouton appuyer pour faire vibrer ta corde sensible, pour réveiller une émotion, une interrogation, un doute, une lueur d'espoir illusoire. C'est beaucoup plus facile de ranimer une vieille braise, d'attiser des cendres encore tièdes, de souffler sur un feu qui n'a jamais été complètement éteint, que d'allumer un nouveau feu à partir de rien, avec du bois vert et une allumette mouillée dans l'humidité glaciale de l'indifférence. C'est une question de rendement, d'efficacité, de moindre effort pour un maximum d'impact. Il revient vers ses anciennes conquêtes parce qu'il possède déjà le mode d'emploi, le manuel d'utilisation complet, la carte au trésor de ton cœur. Il sait que tu es sensible à la musique, alors il t'envoie un lien vers une chanson triste qui vous rappelait vos débuts, une mélodie mélancolique qu'il sait capable de te transporter dans une bulle de nostalgie, de te faire revivre des instants idéalisés. Il sait que tu es une personne empathique, avec un grand cœur, un sens aigu de la justice. Alors il s'invente une tragédie personnelle, un drame familial, une maladie imaginaire aux symptômes terrifiants, une détresse financière soudaine, un accident de voiture, un animal de compagnie mourant, tout ce qui peut activer ton instinct de sauveur ou de consolateur, ton besoin inné de venir en aide à ceux qui souffrent. Il peut même se présenter comme une victime de ses propres actions, expliquant qu'il a tout perdu à cause de malentendus ou de la cruauté du destin, te plaçant ainsi dans une position où tu te sentirais coupable de ne pas l'aider. La première phase de ce retour insidieux, c'est ce que j'appelle la manœuvre de retour désespéré. Il commence doucement avec la délicatesse d'un prédateur qui approche sa proie à pas de velours, mesurant chaque mouvement, chaque souffle. Un message banal, une question idiote sur un vêtement oublié chez lui il y a des lustres, un j'aime sur une photo de toi qui date de 3 ans et que tu avais oublié, un vague commentaire sur une publication professionnelle ou un événement social commun. Il teste la température de l'eau, jauge la résistance de tes défenses, évalue l'épaisseur de ton armure émotionnelle. Il peut même t'envoyer un message en se trompant de destinataire, un message anodin qui ne t'est pas destiné, mais dont il sait qu'il te fera réagir par curiosité. Si tu ne réponds pas, s'il perçoit une indifférence glaciale, s'il se heurte à un mur de silence, il monte d'un cran. Il passe au bombardement affectif, version nostalgie, une technique de manipulation éprouvée et diaboliquement efficace. Il te rappelle les bons moments, ceux qu'il a soigneusement sélectionnés, isolés
et idéalisé pour effacer des mois, voire des années, de mépris, de cris, de silence pesant, de trahison, de mensonges et de souffrances. Il te jure qu'il a compris ses erreurs, qu'il a changé du tout au tout, qu'il a vu la lumière, qu'il a fait un travail sur lui-même avec un thérapeute imaginaire, qu'il est devenu une meilleure personne, celle que tu as toujours rêvé qu'il soit, celle qu'il t'avait promise au début. C'est une mise en scène digne des plus grands théâtres parisiens. Un numéro d'acteur parfaitement rodé, une performance oscarisable. Il peut même pleurer sur commande, des larmes de crocodile parfaitement calibrées pour faire fondre tes dernières défenses, pour réveiller la compassion en toi, pour te faire douter de ta propre perception de la réalité. Il te promet la lune, un avenir idyllique, une version corrigée et améliorée de votre histoire, celle où tous les défauts auraient miraculeusement disparu, où la perfection régnerait en maître, où tes rêves les plus fous se réaliseraient enfin. Il te peint un tableau si séduisant que tu pourrais presque oublier la noirceur du passé. Si tu restes de marbre, si ces larmes ne t'atteignent plus, s'il voit que tes remparts sont solides, que tes défenses émotionnelles sont inébranlables, que tu as appris à déjouer ses pièges, il change de costume. Il devient la victime absolue, l'incarnation de la misère humaine, le paria de la société. Il t'envoie des nouvelles de sa santé déclinante, avec des détails macabres sur des symptômes imaginaires ou exagérés, des diagnostics alarmistes, des séjours à l'hôpital inventés. Il te parle de ses problèmes au travail, de son licenciement imminent, de ses difficultés financières insurmontables, de son chat qui ne va pas bien et qui est son seul réconfort, de sa famille qui l'a abandonné, de ses amis qui l'ont trahi. Il mise tout sur ta culpabilité, sur ton sens inné de la responsabilité, sur ton empathie naturelle. Il veut que tu te sentes comme le bourreau, comme la personne sans cœur qui abandonne un être en détresse, un naufragé sur une île déserte, un mourant sur son lit. C'est une manipulation de la réalité de haut vol, un tour de passe-passe psychologique où il t'accuse implicitement de son malheur. Il inverse les rôles avec une aisance déconcertante, te transformant en l'agresseur impitoyable et lui en la pauvre victime innocente de ton indifférence, de ton égoïsme, de ta cruauté. Il peut même te faire passer pour le ou la responsable de sa détresse actuelle, insinuant que ton départ a déclenché toute cette cascade de malheurs dans sa vie. Et si ça ne marche toujours pas ? S'il réalise que tu as vraiment tourné la page, que tu es peut-être même heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre, que tu as construit une nouvelle vie loin de lui, une vie riche et authentique qui ne l'inclut plus, là le vernis craque de manière spectaculaire. La panique s'installe parce que son illusion de contrôle s'effondre comme un château de cartes soufflé par le vent, parce que son piédestal se fissure et menace de s'écrouler. Il ne peut pas supporter d'être ignoré, d'être relégué au rang de souvenir lointain et insignifiant. L'indifférence est pour lui pire que la haine. La haine, c'est encore un lien, une preuve qu'il a eu un impact, qu'il existe dans ton esprit, qu'il occupe une place, même négative. L'indifférence, c'est le néant, l'anéantissement de son ego, la preuve qu'il n'a plus aucune emprise, qu'il n'est plus rien. C'est une blessure narcissique insupportable, une castration symbolique de son pouvoir. C'est à ce moment précis qu'il lance la campagne de dénigrement. C'est une offensive totale, une guerre de l'information sans pitié, une destruction méthodique de ta réputation. Il va contacter tes amis communs, ta famille, tes collègues, tes voisins, ton coiffeur, ton boulanger, toute personne qui pourrait l'écouter et être influencée par son récit. Il va raconter des horreurs sur toi, des mensonges éhontés, des demi-vérités distordues, mais toujours avec ce ton de fausse inquiétude, de compassion feinte, de tristesse résignée. Il dira des choses comme « Je m'inquiète vraiment pour elle, elle semble avoir perdu pied depuis qu'on n'est plus ensemble, elle n'est plus la même, elle est devenue si aigrie » ou « Il est devenu tellement instable, j'ai essayé de l'aider mais c'est impossible, il refuse toute aide, il est dangereux pour lui-même et pour les autres, je ne le reconnais plus ». Il utilise des relais de manipulation, des gens qu'il a déjà convaincus de sa sainteté, de sa gentillesse, de sa bienveillance, de sa pureté d'âme, pour qu'ils viennent te faire la leçon, te sermonner, te culpabiliser. Tu reçois des appels de personnes que tu n'as pas vues depuis 1 an qui te demandent « Pourquoi tu es si dur avec lui ? Pourquoi tu ne lui donnes pas une seconde chance ? Pourquoi tu le laisses nous souffrir ? Pourquoi tu es si ingrate ?» C'est une tentative d'isolement social, une stratégie pour te couper de tes soutiens, pour que tu n'aies plus d'autre choix que de revenir vers lui, affaibli, seul et désespéré, le suppliant de te sauver. Il crée une triangulation malsaine, une dynamique pernicieuse où il te met en concurrence ou te fait sentir coupable. Il peut même s'afficher avec une nouvelle personne de manière ostentatoire, une nouvelle conquête qu'il présente comme la femme ou l'homme idéal et le parfait reflet de ce que tu aurais dû être, juste pour que l'information te parvienne par l'intermédiaire d'amis ou de réseaux sociaux qu'il sait que tu consultes. Il va la couvrir de cadeaux, de compliments, de voyages, de toutes les attentions qu'il t'a toujours refusées et s'assurer que tu le saches.
Il veut provoquer une réaction, n'importe laquelle. Il veut que tu appelles pour hurler, pour demander des explications, pour pleurer, pour te sentir jaloux ou blessé. Il peut même se servir de vos enfants, s'il y en a, pour te faire passer des messages, te faire sentir coupable, te manipuler émotionnellement à travers eux. Tant que tu réagis, tant que tu montres une émotion, il gagne. Ton émotion est son carburant, la preuve qu'il a encore un pouvoir sur toi, qu'il existe à travers ta souffrance. Il se délecte de ta souffrance car elle est la manifestation la plus pure de son emprise, la confirmation de sa domination. Si tu tiens bon, si tu restes dans le silence le plus total, si tu deviens un mur infranchissable, une forteresse imprenable, on entre dans la zone rouge. Pour les profils les plus sombres, ceux qui ont une soif de domination absolue, un mépris profond pour les limites d'autrui et une absence totale d'empathie, la situation peut devenir physique ou carrément dangereuse. Il commence à surveiller tes allées et venues, à épier tes moindres faits et gestes. Tu vois sa voiture passer dans ta rue à des heures incongrues, stationnée au coin de la rue quand tu rentres chez toi le soir, ses phares s'allumant au moment où tu franchis le pas de ta porte. Tu remarques qu'il est étrangement présent aux mêmes endroits que toi, au supermarché, à la salle de sport, devant ton lieu de travail, au restaurant où tu as l'habitude d'aller. Tu reçois des appels masqués, en pleine nuit, des messages anonymes sur des numéros inconnus, des emails sans expéditeur clair dont le contenu est menaçant ou perturbant. Il ne s'agit plus d'amour, ni même d'une tentative de reconquête, il s'agit de traque, de harcèlement, d'intimidation pure et simple. Il veut que tu sentes sa présence partout, qu'il devienne l'ombre qui te suit, le fantôme qui hante tes pensées, la menace invisible qui pèse sur ton quotidien. Il veut briser ton sentiment de sécurité, te faire sentir vulnérable et constamment sous sa menace, te faire vivre dans une peur sourde. C'est une forme de harcèlement pur et simple, une intrusion dans ta vie privée qui dépasse toutes les limites de la décence et de la légalité. Sa colère est devenue un moteur froid et méthodique, une obsession destructrice qui n'a d'autre but que de te punir. Il se venge de ton audace, celle d'avoir voulu être libre, de t'être soustrait à son contrôle, de lui avoir échappé. Dans cette phase extrême, il peut aussi utiliser l'appareil judiciaire comme une arme de destruction massive, un outil pour prolonger le conflit et ton calvaire. Il va multiplier les procédures pour un rien, contester chaque détail d'un divorce ou d'une séparation, même les plus insignifiants et les plus absurdes. Il peut bloquer des comptes bancaires, faire des signalements calomnieux auprès des autorités, services sociaux, police, employeurs, écoles de vos enfants, lancer des accusations mensongères de violence, d'incapacité parentale, de fraude. Il veut t'épuiser financièrement et nerveusement, te noyer sous une avalanche de démarches administratives et judiciaires, t'obliger à dépenser des sommes colossales en avocats et en procédures. Il veut que ta vie devienne un enfer administratif, un labyrinthe sans fin de formulaires, d'audiences et de stress. C'est une manière de rester lié à toi, par la contrainte, par la force de la loi, détourné par le poids du système. Il préfère te voir au tribunal, te combattre devant un juge, te détruire en public, que de ne plus te voir du tout, que de te laisser disparaître de son champ de vision et de son contrôle. Chaque assignation est une nouvelle tentative d'exercer son pouvoir, de te rappeler qu'il est toujours là, qu'il peut toujours te nuire. Il y a aussi ce piège redoutable qu'on appelle la réponse par provocation. Il va te pousser à bout, t'insulter, te calomnier, te provoquer de toutes les manières possibles, sur tous les fronts, jusqu'à ce que tu exploses, que tu craques sous la pression. Il peut te harceler de messages incendiaires, te dénigrer publiquement sur les réseaux sociaux, s'attaquer à tes proches, à ta réputation professionnelle, tout cela dans le but prémédité de te faire perdre ton sang-froid, de te faire sortir de tes gonds. Et au moment où tu vas lui envoyer un message incendiaire, où tu vas crier en public, où tu vas enfin craquer sous la pression et réagir de manière excessive, il va enregistrer la conversation, capturer l'écran de ton message et montrer cela à tout le monde en disant, avec un air de martyr: vous voyez, c'est moi qui subis tout ça. Elay est complètement fou-folle, instable, violent. Je suis sa victime. Il provoque ta crise de nerfs pour s'en servir comme d'une preuve irréfutable de ta folie, de ton instabilité, de ton agressivité, de ta dangerosité. C'est un jeu de miroir déformant où il finit toujours par passer pour le martyr incompris, la victime innocente de tes accès de rage, le saint homme ou la sainte femme face à la folie. Il utilise ta réaction naturelle à son abus comme une arme contre toi, retournant la situation à son avantage avec une perversité glaçante. La réalité, la dure vérité, celle qu'il faut accepter pour se libérer, c'est qu'il ne s'arrête jamais vraiment de lui-même. Il peut faire une pause pendant 2, 3, 5 ou même 10 ans. Il peut refaire sa vie, se marier, avoir des enfants, déménager à l'autre bout du monde, changer de carrière, mais tu restes dans un coin de son esprit comme une affaire non classée. Un dossier qu'il n'a pas pu refermer avec une victoire totale, une blessure narcissique qui ne s'est jamais complètement refermée.
Tu es cette énigme qu'il n'a pas réussi à résoudre, ce territoire qu'il n'a pas pu conserver, cette ressource qu'il n'a pas pu épuiser. Il peut réapparaître quand tu t'y attends le moins, lors d'un événement de la vie, un deuil, un mariage, une naissance, un succès professionnel, un anniversaire important, lors d'une période de vulnérabilité, une maladie, une séparation, une perte d'emploi, pour essayer de glisser un pied dans la porte, de vérifier si le terrain est redevenu fertile pour ses manipulations, si tu as baissé ta garde. Son obsession n'est pas de l'amour, mais une quête inachevée de domination, une pulsion irrépressible de contrôle. Pour sortir de là, pour te libérer définitivement de cette emprise toxique qui te ronge l'âme et l'esprit, il faut une discipline de fer, une détermination sans faille, une volonté inébranlable de te protéger. Il ne suffit pas de bloquer un numéro de téléphone ou de désactiver une alerte. Il faut bloquer l'accès à ton âme, à ton esprit, à ton énergie vitale, à chaque parcelle de ton être. C'est une fermeture totale, une herméticité absolue, un verrouillage complet de toutes les portes, visibles et invisibles. Le premier pas concret consiste à instaurer une rupture de communication absolue et définitive, ce que l'on appelle le no contact. Ce n'est pas seulement ne plus répondre à ses messages ou à ses appels, c'est supprimer toute possibilité de réception. Tu dois fermer toutes les vannes numériques, bloquer son numéro de téléphone, son adresse email, tous ses profils sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Si nécessaire, et c'est souvent le cas pour les profils les plus persistants, tu dois changer de numéro de téléphone. Il ne doit plus y avoir aucun canal par lequel il puisse t'atteindre, aucune brèche dans ton bouclier. Et surtout, point crucial, ne jamais aller regarder ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, même par curiosité, même pour vérifier s'il t'a vraiment oublié ou s'il est de malheureux. Chaque fois que tu vas voir son profil, que tu lis une de ses publications, que tu regardes ses photos, c'est comme si tu reprenais une dose d'un poison dont tu essaies désespérément de te sevrer. Une piqûre de rappel qui réactive le traumatisme. Tu dois devenir une forteresse vide pour lui, un silence assourdissant, un écho inexistant. S'il n'y a plus d'écho à ses tentatives, s'il ne reçoit aucune réaction, aucune validation, aucune attention, il finira par se lasser et par aller chercher une autre caisse de résonance ailleurs, une autre victime pour nourrir son ego affamé. Le silence est ton arme la plus puissante, car c'est la seule chose qu'il ne peut pas manipuler, qu'il ne peut pas déformer à son avantage, qu'il ne peut pas contrôler. Ensuite, tu dois impérativement reconstruire ton cercle de confiance, ton bouclier social, ton armée de soutien. Entoure-toi de gens qui ont vu la scène sans être aveuglés par son charme de façade, des personnes sains qui te croient, qui te soutiennent inconditionnellement, qui valident tes sentiments et ton expérience. Si certains de tes amis communs continuent de lui donner des informations sur toi, de prendre sa défense, de minimiser ses agissements ou de te faire douter de ta propre perception de la réalité, tu dois t'en éloigner sans hésiter, même si c'est douloureux, même si tu as l'impression de perdre des années d'amitié. Ce sont des failles dans ton système de défense, des portes ouvertes par lesquelles il peut s'infiltrer et continuer à te nuire. Tu as besoin de personnes qui valident ainsi ta réalité, qui te rappellent ta valeur, qui te renforcent, mais pas de gens qui la remettent en question ou qui se posent en médiateur neutre dans un conflit où il n'y a pas de neutralité possible. La solitude vaut 1000 fois mieux qu'une compagnie qui laisse la porte ouverte au loup, qui te fragilise et te remet en danger. Il est aussi essentiel de te faire accompagner par quelqu'un qui comprend vraiment ces mécanismes de prédation psychologique. Un professionnel formé à la manipulation narcissique, aux relations toxiques et aux traumatismes complexes. On ne sort pas indemne d'une telle épreuve juste en lisant des livres ou en parlant à des amis, même les plus bienveillants. Il y a des traumatismes ancrés dans ton corps, des réflexes de peur, des schémas de pensée, des distorsions cognitives qui survivent bien après la fin de la relation, des blessures invisibles qui continuent de saigner. Un thérapeute, un coach spécialisé, pourra t'aider à comprendre pourquoi tu as été une cible, comment ces dynamiques ont pu s'installer et surtout, comment refermer ces plaies profondes pour ne plus jamais attirer ce genre de profil toxique dans ta vie. C'est un travail de fond sur ton estime de toi, sur tes limites personnelles, sur ta capacité à te faire confiance, sur ton intuition, toutes ces choses qu'il a piétinées, érodées et détruites pendant des mois ou des années. Tu dois réapprendre à t'aimer sans avoir besoin de sa validation, à reconnaître ta propre valeur intrinsèque, à reconstruire ton identité loin de son miroir déformant. Enfin, protège-toi sur le plan matériel et légal sans aucune naïveté, avec une vigilance de chaque instant. Si tu sens que la situation dérape, si tu reçois des menaces, si tu te sens suivi, si tes biens sont endommagés ou si tu es victime de calomnies publiques, n'attends pas qu'il soit trop tard. Documente tout méticuleusement, garde des traces de chaque message, SMS, WhatsApp, email, de chaque appel, numéro masqué, heure, durée, de chaque intrusion, photo de sa voiture, témoignage, de chaque tentative de contact.
Prends des captures d'écran, enregistre les messages vocaux, note les dates et heures précises, les lieux et les contextes. Installe des systèmes de sécurité si cela peut t'apporter une tranquillité d'esprit, des caméras de surveillance à ton domicile, des alarmes, des serrures renforcées. Ne minimise jamais ses paroles ou ses actes sous prétexte qu'il est instable ou malade. Sa folie est sa force et ta prudence doit être ta réponse. Informe ton entourage direct, tes voisins, ton employeur de la situation pour qu'il ne se laisse ne pas avoir par ses approches mielleuses ou ses mensonges. La transparence est le pire ennemi de celui qui agit dans l'ombre et la manipulation. N'hésite pas à porter plainte si la situation le justifie. Harcèlement, menaces, diffamation. C'est un acte de protection légitime et nécessaire qui pose une limite formelle et officielle à son comportement. C'est un chemin long, parfois épuisant, semé d'embûches, de doutes et de moments de faiblesse. Il y aura des jours où tu auras envie de lui dire ces 4 vérités, de hurler ta douleur, ta rage, ton incompréhension face à tant de perversité. Ne le fais pas. Garde tes mots pour ceux qui les méritent, pour ton cercle de confiance, pour ton thérapeute. Chaque phrase que tu lui adresses, chaque réaction que tu lui donnes est une victoire pour lui, une preuve de son pouvoir, une goutte d'eau qui nourrit son ego desséché. Ton indifférence est son châtiment le plus cruel, car elle lui rappelle qu'il n'est rien dans ton univers, qu'il est devenu insignifiant, un simple écho lointain d'un passé que tu as choisi de laisser derrière toi. Tu n'es plus sa province lointaine, tu es un pays souverain, avec tes propres lois, tes propres frontières infranchissables et ton propre avenir que tu construis désormais pour toi et non plus pour lui. À quel moment précis as-tu compris que son retour n'était pas de l'amour, mais une simple tentative de reprise de contrôle sur ton existence, une vérification de son pouvoir, une ultime tentative de te ramener dans sa toile? Ce moment de lucidité est le début de ta libération, la première pierre de ta nouvelle forteresse. C'est en restant debout, un jour après l'autre, en reconstruisant patiemment ton monde, loin de son ombre, de ses mensonges et de sa toxicité, que tu gagnes la bataille. Le karma se chargera du reste, car ces êtres-là finissent toujours par s'étouffer avec leur propre vide intérieur, leur propre soif insatiable, leur propre illusion de grandeur. Toi, tu as la capacité d'évoluer, de ressentir, de vivre vraiment, de t'épanouir, de connaître la joie authentique et l'amour véritable. Lui n'est qu'un automate qui répète le même scénario avec des acteurs différents, prisonnier de ses propres schémas et le schéma de manipulation, condamné à la solitude de son propre miroir. La fin de l'histoire, c'est toi qui l'écris maintenant, loin de son emprise et de ses jeux de pouvoir. La liberté a un prix, celui de la vigilance, de la discipline et du courage de se choisir, mais elle n'a pas de valeur, elle est inestimable. Si ces mots ont trouvé un écho dans ta propre histoire, tu sais comment soutenir ce partage.